Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'élection présidentielle du 27 août a été libre et transparente. C'est du moins ce qui ressort du rapport du Haut Conseil des acteurs non étatiques du Gabon publié ce dimanche. Le train du dialogue est sur les rails en République démocratique du Congo. La feuille de route a été ratifiée par les différentes parties prenantes. Le début des assises est prévu pour le 1er septembre 2016. Et puis, 95% du patrimoine culturel matériel de l'Afrique est en dehors de l'Afrique. Le Bénin entend exiger la restitution de ses trésors. Mais avant de développer ces titres, le nouveau gouvernement tunisien a pris ses quartiers. La cérémonie de passation de pouvoir entre l'équipe sortante et celle de Youssef Chahed a eu lieu ce lundi 29 août à Dardiafa à Carthage. Féminisée et rajeunie, celle-ci a confortablement obtenu la confiance de l'Assemblée des représentants du peuple avec 168 voix sur un total de 217 députés. Elle devra rapidement donner des gages sur sa capacité à redresser un pays au bord de la crise économique. 5 ans après la révolution, garantir la sécurité et améliorer le cadre de vie des Tunisiens. Les Gabonais sereins dans l'attente des résultats de la présidentielle du samedi 27 août. Et alors que le dépouillement se poursuit, les missions d'observation commencent à rendre leur rapport. C'est le cas du Haut Conseil des acteurs non étatiques du Gabon qui salue un scrutin transparent. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Douglas Totoma. La mission d'observation électorale du Haut Conseil des acteurs non étatiques du Gabon, HCANEG, a livré son rapport le 28 août 2016 à Libreville. Un rapport qui juge crédible et transparente l'élection présidentielle du 27 août tenue au Gabon. Il a été noté certains retards de fermeture des bureaux de vote. En conséquence, au retard de l'ouverture de ces mêmes bureaux. Conformément aux dispositions du Code électoral, il a été observé également que le dépouillement s'est effectué dans des conditions normales, relevé d'ailleurs par une forte mobilisation des électeurs aux alentours des bureaux de vote, accompagnant ainsi le comptage des voix et la proclamation des résultats et assurant leur transparence et intégrité, et se prolongeant certains égards jusqu'à très tardivement dans la nuit. Au lendemain de ce scrutin historique au Gabon, les deux bords politiques revendiquent la victoire. Dans un communiqué officiel, le ministère de l'Intérieur a rappelé qu'il est illégal de proclamer des résultats avant l'annonce officielle. Pour le HCANEG, le Gabon va vers un contentieux électoral. Donc, nous sommes là sur un contentieux. Mais ce qui est important, si le HCANEG a déployé des personnes parce que nous avons vu des accréditations et que nous devons répondre devant l'histoire, nous sommes disposés, dans tous les cas, pour la méthodologie que nous avons mis en place, nous avons les données et nous saluons aussi le fait que les Gabonais ont commencé à se réconcilier avec les urnes. Et donc, nous pensons que les Gabonais ne voudront pas être dessus. Les résultats finaux sont en cours de récupération par la CENAP. Une déclaration du ministère de l'Intérieur est prévue le 30 août 2016 à 17h. 628 124 Gabonais étaient appelés aux urnes dans 2580 bureaux de vote. Le scrutin présidentiel s'est déroulé dans le calme sans heurts notables dans l'ensemble du pays, selon le ministère de l'Intérieur, qui a noté un taux de participation élevé. L'accord de partenariat économique intérimaire signé le 15 janvier 2009 entre le Cameroun et l'Union européenne a pris effet le 4 août 2016. Le Cameroun, qui est actuellement le seul pays de la zone CEMAC à l'avoir ratifié, devra convaincre par ses résultats le reste des pays de la sous-région de la viabilité de ce partenariat. Explication avec Corinne Kamdem. L'APE, un accord stratégique pour une hégémonie régionale, signé par l'Union européenne et le Cameroun le 15 janvier 2009, puis ratifié par le Parlement camerounais en juin 2014, l'accord de partenariat économique intérimaire est entré en vigueur le 4 août 2016. Destiné à l'ensemble de l'Afrique centrale, il n'a pour le moment convaincu que le gouvernement camerounais. Lors de la conférence des chefs d'État de la CEMAC organisée le 30 juillet 2016 à Malabo, en Guinée équatoriale, les autres pays de la sous-région ont émis leur réticence à ratifier cet accord, plaidant plutôt pour la signature d'un partenariat économique complet, juste et équilibré. Le Cameroun compte faire valoir les avantages de ce partenariat, même si pour le moment il ne fait l'unanimité de la région. Que le Cameroun
parle à ses partenaires de la zone CEMAC. Il faut lui dire que c'est une zone franche, qui ne dit pas son nom que le Cameroun est en train de mettre en place. Le Cameroun va ainsi obliger ses voisins à réfléchir sur l'harmonisation d'une politique commune. N'oubliez pas que le principe et le b.a.-ba de l'intégration, c'est l'harmonisation et non la polarisation sur les politiques internes. Il y a un avantage interne. On a dit qu'il y avait une espèce d'internalisation des politiques de sursaut vers le développement. On va voir qu'aujourd'hui, le Cameroun étant un géant, il y a un projet structurant qui s'est mis en place au Cameroun avec l'arrivée du port en eau profonde de Kribi. Il sera un géant qui va attirer désormais ses voisins guinéens, congolais, gabonais. Cet accord prévoit notamment l'accès en franchise de droits de douane et sans contingent au marché de l'Union européenne pour l'exportation en provenance du Cameroun. Le Cameroun, de son côté, va ouvrir progressivement son marché aux exportations européennes sur une période transitoire prévue jusqu'en 2023. Une clause qui pourrait donner au Cameroun une influence économique, voire politique, dans le processus d'intégration avec les autres États de la sous-région. Le Cameroun est la locomotive naturelle de la CEMAC. Et n'oubliez pas qu'il s'agit là d'une réponse diplomatique du Cameroun qui, du jour au lendemain, ne pouvait pas s'opposer à la Guinée équatoriale, qui ne veut pas voir ses compatriotes entrer librement et sortir en Guinée. C'est aussi le cas au Gabon. Le Congo est moins réticent. La République centrafricaine est en pleine reconstruction de son État. Soulignons que dans le but de préserver ses recettes fiscales et assurer la protection de certaines de ses industries et marchés agricoles, le Cameroun a choisi d'exclure un certain nombre de produits transformés, agricoles et non agricoles, dans la libération des échanges avec l'Union européenne. La banquise de la haine et de la suspicion a craqué. Ce sont les mots d'Edem Kodio, facilitateur de l'Union africaine, qui s'est réjoui du déblocage de la situation en République démocratique du Congo. Les parties prenantes ont en effet signé le document final des travaux du comité préparatoire qui fixe le début du dialogue au 1er septembre 2016. Voyez ce reportage à Kinshasa de notre correspondant Jacques Amboka. 15 jours, du 1er au 15 septembre, c'est la durée des travaux du dialogue politique en RD Congo, tel que décidé par le comité préparatoire qui a clôturé ses travaux le samedi 27 août. Kinshasa a été choisi pour abriter les dialogues proprement dit. Un dialogue qui abordera essentiellement les questions relatives au processus électoral. Les points suivants sont retenus comme sujet à l'ordre du jour au dialogue proprement dit. 1. L'évaluation du processus électoral. 2. Le fichier électoral. 3. Les séquences des élections. 4. Le calendrier électoral. 5. Les mesures d'équité et de transparence du processus électoral. Du comité préparatoire est sortie une feuille de route qui satisfait les 3 parties engagées. L'inquiétude reste cependant les boycotts du rassemblement de l'opposition. Du côté du pouvoir, on estime que le rassemblement est en train de s'auto-exclure. Le dialogue est inclusif par la possibilité donnée à celui qui refuse aujourd'hui de le rejoindre à tout instant. Le président de la République n'a chassé personne. Le facilitateur n'a chassé personne. Les participants n'ont chassé personne. Une frange de la classe politique, pour des raisons personnelles, ont jugé nécessaire de ne pas participer. Nous devrions donc laisser le peuple en otage aux mains de ceux qui n'ont en réalité en primeur que leurs intérêts personnels. La feuille de route du dialogue n'a pas inscrit la question de l'alternance, principale condition posée par l'opposition. De la table ronde de Bruxelles qui a préparé l'indépendance de la RDC en 1960, en passant par la Conférence nationale souveraine de 1992, les concertations de 2014 au dialogue politique en cours, ce sont les 27e pourparlers entre les principaux acteurs politiques congolais. Le Bénin à la reconquête de ses trésors. Les autorités veulent exiger de la France la restitution des trésors pillés pendant la colonisation. Une requête historique qui aurait de grandes chances d'aboutir. C'est un reportage de notre correspondant, Lefty Uno. Le Bénin entend récupérer ses biens culturels mis illicitement dans le trafic sous le système colonial français. Annoncé au terme du Conseil des ministres du 27 juillet 2016, les démarches de la restitution du patrimoine historique du Bénin auprès des autorités françaises sont en phase de peaufinage. Ces biens regroupent des objets précieux royaux emportés par l'armée française lors de la conquête coloniale. L'initiative du gouvernement s'inscrit dans le cadre de la reconstruction d'identités culturelles perdues. D'abord, nous allons adresser au gouvernement français une demande officielle. Ensuite,
Nous allons commencer par rechercher de la France et des pays concernés la reconnaissance de la propriété légitime du Bénin sur les objets, sur les 10 objets. Et ensuite, les conditions de la restitution pourraient être discutées dans le cadre du dialogue interculturel auquel nous sommes attachés. Ce dialogue pourra avoir lieu entre les ministres concernés de nos deux pays, les experts, sans oublier la société civile. Plusieurs demandes ont auparavant été formulées et adressées à la France par les chefs traditionnels béninois. Le Conseil représentatif des associations noires, CRAN, s'est aussi engagé dans cette dynamique depuis le lancement d'une campagne en faveur de cette restitution le 20 décembre 2013. La décision gouvernementale a alerté et conforté tout le peuple béninois et la diaspora. Le fait que le président Talon, quelques mois à peine après son élection, ait fait la démarche est pour nous un signe extrêmement positif. C'est absolument historique. Toute l'Afrique est aujourd'hui saisie de cette question. Donc je crois qu'il va y avoir une démarche de plus en plus large et la France ne pourra pas échapper à son passé. Elle ne pourra pas échapper à la justice et c'est ainsi que l'Afrique pourra progressivement rentrer dans son bon droit. Les objets sacrés, culturels et traditionnels à restituer sont entre autres des statues anthropomorphes des rois du Bénin, notamment Guézo, Glélé ou Béanzin, les trônes, les récades ou encore les portes sacrées du palais d'Abomey. Ils ont été identifiés dans plusieurs collections publiques et privées françaises, notamment celle du musée du Quai Branly. De nombreux experts culturels estiment que le succès de la procédure boostera d'ici 2050 l'économie culturelle du pays. Le nombre des objets royaux pillés au Bénin est estimé à près de 5000 pièces. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.